On se demande souvent comment faire pour que ça marche en amour, et si la vraie clé, elle n'était pas chez l'autre, mais bien au fond de nous. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Comment on peut naviguer dans ce monde un peu dingue des rencontres, tout en protégeant notre bien le plus précieux, notre tranquillité d'esprit. Ah, ce scénario, on le connaît presque tous, non? Au début, c'est l'étincelle, une connexion qui semble, waouh, électrique. On se projette, on y croit, et puis d'un coup, plus rien. Le silence radio, les messages qui se raréfient, les projets qui tombent à l'eau. Et là, ce sentiment génial de certitude, il se transforme en un gros nuage de confusion et, soyons honnêtes, d'angoisse. Alors, si ça vous parle, si vous avez l'impression d'entendre votre propre histoire, la première chose à savoir, c'est que non, le problème ne vient pas de vous. Ce n'est pas un échec personnel. C'est juste une réalité super commune aujourd'hui pour des tas et des tas de gens. Le réflexe face à ça, c'est quoi? C'est de se tourner vers l'extérieur. On se met à tout analyser, à décortiquer chaque message, chaque silence. On cherche les fameuses red flags. Mais et si on changeait complètement de braquet? L'idée ici, c'est de faire tout l'inverse. Au lieu de jouer les Sherlock Holmes sur le comportement de l'autre, on va plutôt devenir le gardien de notre propre tranquillité. Le but du jeu, protéger sa paix intérieure et reprendre le contrôle de sa propre énergie. D'accord, mais concrètement, on fait comment? Eh bien, la clé, elle tient en 3 grands principes, 3 boucliers intérieurs si on veut. Au début, ça peut paraître un peu subtil, mais leur impact est juste énorme. Ce sont ces 3 limites qui peuvent vraiment, mais alors vraiment, tout changer dans notre façon de vivre les rencontres. Allez, on regarde ça de plus près. Ok, c'est parti pour la première. La limite numéro 1, c'est vraiment la base de tout. Elle concerne notre énergie, comment on la protège et comment on préserve notre paix intérieure. Alors, cette limite énergétique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est tout simple en fait. C'est prendre une décision. La décision de dire « stop ». Mon bien-être émotionnel, c'est moi qui en suis responsable. C'est refuser de monter dans des montagnes russes émotionnelles dont quelqu'un d'autre tiendrait les commandes. Fini de laisser sa propre humeur dépendre de la constance ou bien souvent de l'inconstance de l'autre. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple, celui d'une femme qu'on va appeler Hélène. Hélène, elle était complètement vidée, épuisée mentalement. La raison? Chaque jour, c'était le même manège. Essayer de comprendre les signaux mixtes de la personne qu'elle voyait. Un jour, c'était passionné, le lendemain, c'était distant. Le fameux chaud-froid qui rend fou. Et puis un jour, Hélène a eu un déclic. Elle s'est fixé une règle, toute simple en apparence mais radicale. C'est terminé. Je ne passerai plus mes journées à me prendre la tête, à tourner en boucle pour deviner les intentions de l'autre. Et rien qu'en posant cette décision, elle a arrêté d'alimenter son anxiété. Et pouf, elle a commencé à retrouver son énergie. Ok, super, mais comment on fait, nous, pour appliquer ça? D'abord, la première étape, c'est juste de s'en rendre compte, de remarquer quand notre cerveau se met en mode analyse totale. Ensuite, on peut mettre en place des petites choses très concrètes. Par exemple, décider de ne regarder son téléphone qu'à certains moments de la journée, pas en permanence. Et surtout, le plus important, c'est de se répéter cette phrase, comme un mantra. Son comportement, c'est une information sur qui il ou elle est. Ça ne dit absolument rien sur ma valeur à moi. On passe à la deuxième limite. Et celle-là, oh là là, c'est un piège tellement courant. Un vrai classique. C'est quand on ne sort pas avec la personne qui est réellement en face de nous, mais avec son potentiel, avec l'idée de ce qu'elle pourrait devenir. Vous savez, c'est toutes ces petites phrases qu'on se dit pour se rassurer, du genre Ah, mais il sera super quand il aura passé cette période de rush au boulot », ou bien « Je sais qu'au fond, il ou elle tient à moi, c'est juste que c'est compliqué de l'exprimer ». En fait, même si ça part d'une bonne intention, ce sont des excuses. On est en train de construire une relation sur un fantasme, sur un futur hypothétique, et pas sur ce qui se passe là, maintenant. La discipline à avoir, c'est donc de se dire « Ok, je sors avec la personne telle qu'elle est aujourd'hui, pas avec la version d'elle que j'imagine pour demain. » Attention, hein, ça ne veut pas dire manquer d'empathie, hein. C'est juste être réaliste. C'est arrêter de se positionner en sauveur ou en coach. Et en faisant ça, on se donne la chance de rencontrer des gens qui, eux, sont déjà sur la même longueur d'onde. On arrive à la 3e et dernière limite. Et celle-ci, elle est peut-être la plus cruciale de toutes. C'est le non négociable. C'est la limite contre l'auto-abandon. Autrement dit, le refus de se perdre soi-même pour essayer de sauver une relation. Quand on parle de s'abandonner, on n'imagine pas forcément des trucs énormes. C'est souvent bien plus subtil que ça. C'est par exemple arrêter de voir ses amis ou de faire son sport pour être toujours dispo au cas où. C'est dire oui à une relation sans engagement alors qu'au fond, on rêve d'autre chose. C'est se taire pour ne pas créer de conflit. Chacun de ces petits compromis est en fait un gros signal d'alarme. Et ça nous amène à un paradoxe terrible, mais tellement vrai. En fait, quand on s'abandonne soi-même par peur d'être abandonné par l'autre, on finit abandonné de toute façon. Sauf que c'est un double abandon.
on a été abandonné par nous-mêmes en premier lieu, et bien souvent la relation ne tient pas non plus. Je sais, en entendant tout ça, on peut se dire mais c'est super dur à faire. Et c'est vrai, ce n'est pas simple et c'est tout à fait normal. Parce qu'on ne se bat pas juste contre une mauvaise habitude, on se bat contre des mécanismes psychologiques très, très ancrés. Parfois, notre système nerveux voit le moindre désaccord comme un danger de mort. On peut aussi confondre la boule au ventre de l'anxiété avec une sorte d'intuition, ou alors on est juste attiré par ce qu'on connaît même si ça nous fait du mal. Mais alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si on y arrive, si on met en place ces fameux boucliers intérieurs, le résultat est spectaculaire. C'est une vraie transformation. On bascule d'un mode anxiété permanente à un mode sécurité et calme. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, imaginez aller à un rendez-vous sans avoir la boule au ventre. Développer cette certitude tranquille que si une personne ne peut pas répondre à des besoins tout à fait normaux, ce n'est pas un drame, c'est juste que ça ne colle pas. Point. Se sentir enfin solide sur ses appuis, ancré dans sa propre valeur. Et le plus fou, c'est qu'on se met à attirer naturellement des gens qui sont juste contents et enthousiastes de nous choisir. Et il faut bien comprendre une chose essentielle. Le but de tout ça, ce n'est pas de devenir froid, distant ou de construire une forteresse autour de son cœur. Pas du tout. L'objectif, c'est de construire des fondations intérieures tellement solides, tellement sécures, que l'amour redevient ce qu'il devrait être, un espace où l'on se sent en sécurité. Au final, si on devait tout résumer, la question à se poser est peut-être celle-ci. Est-ce que j'aborde mes relations depuis un espace de peur ou depuis un espace de conscience de ma propre valeur? Et la réponse à cette question, elle peut absolument tout changer.